J-172 précisément avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Plusieurs athlètes et sportifs guyanais sont dans les starting blocks. Quelques-uns sont déjà qualifiés, pour les autres, les mois à venir seront décisifs. Objectif, faire partie des 10 500 athlètes qui participeront aux Jeux dans les 32 disciplines sélectionnées. En athlétisme, pour les épreuves individuelles, 3 athlètes maximum seront éligibles par chaque comité national olympique. C'est dire combien la compétition s'annonce rude jusqu'à la toute fin de la période de qualification. Ce sera le 30 juin prochain. Pour en parler, la sprinteuse Jemima Joseph est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Jemima, comment ça va? Déjà, on va commencer par les questions essentielles. Comment ça va physiquement, moralement? C'est quoi les sensations du moment? Ça va très bien, grâce à Dieu. Les entraînements se passent bien, la préparation se poursuit. Donc là, on est vraiment dans un cycle d'entraînement de sprint, tout simplement, de sprint pur, afin de rentrer dans la saison qui va bientôt commencer pour moi. Ce samedi, d'ailleurs, je fais un 400 mètres à Kourou. D'accord. Donc c'est ma rentrée. Et puis ensuite, je vais pouvoir continuer sur des distances qui sont un petit peu plus proches de ma spécialité. L'entraînement là en ce moment, dans cette saison olympique, comme on dit, est-ce que ça ressemble finalement à ce que vous faites d'habitude, ou bien il y a certains ajustements, certains détails qui ne sont pas les mêmes, on va dire, pour que vous puissiez vous préparer quand même à cette compétition qui n'arrive que tous les 4 ans, pardon. C'est sûr. Du coup, cette année, c'est vrai qu'on a rajouté quelques changements au niveau de mes entraînements. On a rajouté, on a un nouveau préparateur physique. Et puis aussi, j'ai mis de côté les études pour cette année, vraiment pour me focaliser que sur l'athlète et pour être à 100% prête mentalement et physiquement pour cette échéance. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui a été mis en plus, et on met vraiment toutes les chances de notre côté pour être prête le jour J. On parle souvent de sacrifice. Quand on entend parler des sportifs qui nous parlent de leur carrière professionnelle, ils nous expliquent finalement devoir mettre certaines choses entre parenthèses. Là, c'est le cas pour vos études, mais d'autres disent que pour tout ce qui concerne la vie privée, parfois aussi, il faut faire certains sacrifices. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous avez l'impression finalement de tout miser sur l'athlète là en ce moment? C'est vrai que lorsque je discute avec des gens qui font pas forcément d'athlète, ils me disent mais Jimmy, tu fais énormément de sacrifices, tu sors pas, tu vois personne, tu bois pas. Mais à mon sens, c'est pas vraiment un sacrifice, parce que je le vois pas comme ça, tout simplement parce que pour moi, l'athlète, c'est quelque chose que j'aime depuis toujours. J'ai commencé à courir depuis la maternelle, j'aime vraiment ça. Du coup, c'est vraiment pas un effort pour moi. Et ça va de soi que je fasse des efforts pour atteindre mes objectifs. Donc vraiment, pour moi, c'est pas un sacrifice, mais vraiment juste l'accomplissement de ce que je veux faire. Qu'il y ait ou non des résultats, on va dire, que ça marche ou que ça ne marche pas, il n'y a jamais le regret finalement de se donner à 100% pour son sport. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas le regret de se donner à 100%, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de résultat, ça peut être dur mentalement. Parce que vraiment, en soi, c'est tout ce que un athlète recherche, c'est la perf, la première place, de l'or. Et c'est sûr que ça peut impacter, mais c'est vraiment un sport que j'aime et je ne me vois pas arrêter, même si les résultats ne suivent pas. Il ressemble à quoi là, très concrètement, votre quotidien en ce moment? Je suppose que c'est entraînement tous les jours? Exactement, même plusieurs fois par jour. Donc là, je suis vraiment en bi-quotidien, c'est-à-dire que je m'entraîne le matin et l'après-midi. Et du coup, je fais que ça toute la journée, toute la semaine, à part le dimanche. J'ai encore ce genre de repos. Mais oui, là, c'est vraiment à fond, et on est vraiment dans un cycle de préparation important. Et bientôt, je vais peut-être partir en stage justement à l'étranger pour pouvoir me mettre encore plus à fond dedans, même peut-être 3 fois par jour. Et voilà, on prépare les JO. Oui, vous me disiez juste avant d'entrer en studio que vous iriez normalement aux États-Unis, c'est bien ça, pour toute la préparation, mais du relais, pas pour les épreuves individuelles. Ça c'est une autre affaire. Il y a la qualification du relais 4 x 100 mètres féminin à faire avant les JO. Donc il faudra participer aux championnats du monde de relais qui auront lieu aux Bahamas dans les mois à venir. Et du coup, voilà, il faut y aller, il faut faire un stage de préparation pour qu'on soit bien coordonnés, parce que le relais, c'est encore une autre affaire. Il faut vraiment que toutes les filles soient coordonnées entre elles, et du coup, ça se prépare. Oui. Techniquement, c'est vraiment totalement différent, le sprint individuel, on va dire, et le collectif, le relais? Non, c'est pas complètement différent. Justement, je dirais que l'aspect vraiment individuel est super important, parce que en vérité, c'est 4 temps additionnés qui vont être à la fin, voilà, les 4 temps les meilleurs, quoi. Et du coup, il faut vraiment quand même se préparer, parce que
il y a des zones de transmission, il y a des zones à ne pas dépasser, sinon on fait ce qu'on appelle hors zone. Ouais. Et du coup, le relais peut être complètement disqualifié à cause de toi. Du coup, c'est quand même quelque chose à faire attention et ça se prépare. Et alors, pourquoi aller aux États-Unis pour bien se préparer finalement? Il y a quoi de plus que... Je vais même pas dire en Guyane, il y a quoi de plus qu'en France finalement quand on est une athlète professionnelle comme vous? Bah oui, il y a beaucoup de choses de mieux quand même, hein. Il y a les installations, le temps aussi, parce qu'il faut savoir que ce sera en avril-mai en métropole. Bon, l'hiver se termine, mais bon, voilà quoi. La température, elles sont quand même encore assez fraîches. Ouais. Du coup, là, on va être à Jacksonville, en Floride. Il fait très chaud là-bas. Donc, ça va être une température idéale pour s'entraîner. Et ouais, toutes ces choses réunies, ça fait qu'il y a de meilleures conditions là-bas. C'est quoi? C'est des infrastructures qui sont mieux adaptées, voilà, de la technologie aussi peut-être pour vous accompagner aussi, et du coup, juste les infrastructures, il y a tout. Il y a le stade, la muscu, la cantine à côté. Enfin, la façon dont c'est structuré, c'est vraiment parfaitement coordonné pour les entraînements, et aussi la température qui est vraiment pas négligeable dans notre sport. Fait que voilà, ça va se passer là-bas. Ouais, on comprend bien pourquoi quand on regarde le classement des meilleurs pays qui obtiennent le plus de médailles olympiques, bon évidemment il y a le fait que les États-Unis c'est quand même plusieurs millions d'habitants, il y a aussi voilà tout ce qui est mis derrière finalement pour accompagner les sportifs au quotidien. C'est clair que là-bas c'est un sport l'athlétisme c'est vraiment un sport connu tout simplement, et aidé. Et aussi la culture du sport aux États-Unis, elle est vraiment pas la même qu'en métropole. Et tout simplement, là-bas, ils vont tout faire pour que tu perfes. C'est quelque chose qui est ancré dans leur culture, et en métropole, c'est bon. À partir du moment que tu as un talent, là, oui, on va t'aider, mais si tu perfes pas, à aucun moment, on va venir te chercher là où tu es. Voilà. Il y a moins cette culture de la gagne, on va dire, en France, quand vous la comparez aux États-Unis. Exactement, oui. Et c'est moins facile, je dirais, de perfer. Est-ce que c'est stressant là en ce moment comme période? Les Jeux, c'est quand même la compétition reine pour ceux qui font de l'athlétisme. En plus, cette année, c'est à Paris. Est-ce qu'il y a une appréhension, on va dire, un petit peu plus importante que d'habitude? C'est clair, hein. Quand même, là, ça devient de plus en plus stressant parce que la date approche. Ouais. Et la date butoir également pour faire les minima. Donc voilà, il y a beaucoup de stress tout simplement de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais le faire à temps. Mais j'essaye justement de pas trop y penser parce que c'est aussi des pensées négatives et des pensées qui peuvent te bloquer et bloquer la perf. Donc voilà, je m'entraîne, je sais pourquoi je m'entraîne et je sais quel objectif j'ai à atteindre. Et donc voilà, on travaille et normalement ça devrait y aller. Justement, puisque vous parlez de ça, il y a évidemment l'aspect purement sportif et physique qui est primordial, mais on sait bien que la psychologie aussi dans le sport de haut niveau, c'est presque parfois aussi important que le reste pour arriver à performer le jour J. À ce niveau-là, est-ce que vous avez un travail de particulier, un accompagnement pour faire en sorte que vous arriviez à gérer vos émotions et à être bien dans sa tête aussi, tout simplement? Pas pour l'instant, justement. Hein, ça me fait penser à quand j'étais au JO de Tokyo. Donc, je me rappelle que j'avais eu une grosse panique juste avant mon 200 mètres. Ouais. Parce que tout simplement, c'était la première fois pour moi. C'est énorme aussi. Vous aviez quel âge à l'époque, Tokyo? 19 ans. Et du coup, c'était énorme et j'ai vraiment paniqué. Et du coup, j'avais jamais eu de préparation mentale auparavant et je savais même pas vraiment ce que c'était. Et moi, la seule chose que j'ai, c'est ma croyance. Moi, je suis chrétienne et j'ai prié, j'ai juste prié. Et ça allait mieux. Donc, jusqu'à présent, c'est ce que j'utilise. J'ai pas encore de préparateur mental, mais c'est vraiment quelque chose auquel je m'intéresse et dont je vais certainement faire l'usage dans les mois à venir. On parle souvent de l'expérience dans le sport, surtout pour les jeunes athlètes et les jeunes sportifs. Les phrases du genre « c'est une défaite encourageante, ça va lui servir pour la suite »,« il ou elle a engrangé de l'expérience pour l'avenir », c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Mais je crois que quand on n'est pas dans ce milieu-là, on a un petit peu du mal à vraiment comprendre ce que ça veut dire et à mesurer finalement l'étendue de l'expérience en fait et de ce que ça peut représenter pour un sportif. Dans votre cas, très concrètement, quand vous repensez à Tokyo, mais aussi à toutes les grandes compétitions internationales que vous avez pu faire depuis ces 3-4 dernières années, qu'est-ce que ça vous a appris? Des choses peut-être que vous faisiez à l'époque et que vous ne faites plus maintenant, ou que vous ne faisiez pas et que voilà. Qu'est-ce qui a changé finalement dans votre état d'esprit depuis ces 4 dernières années?
Bah, quand même beaucoup, parce que c'est vrai que du coup, j'ai pu participer à énormément de compétitions au niveau international, même au top niveau. J'ai couru avec les meilleurs du monde. L'année dernière, pardon, j'ai pu participer à la finale de la Diamond League. Et la finale de la Diamond League, c'est juste là où il y a toutes les plus rapides. Et Ouais. c'était une chance inouïe que j'ai pu y aller. Et vraiment, ça a fait que bah, c'est vrai que depuis ces 4 dernières années, j'ai vraiment évolué au niveau, je dirais surtout mental, dans le sens où je laisse plus vraiment le résultat d'une course m'achever complètement, et j'essaye vraiment d'en tirer le meilleur. Et c'est vrai que Moins être intimidé finalement par l'événement. exactement, exactement, parce que c'est vrai que voir les meilleurs déjà, ça te fait un petit peu trembler, mais maintenant je me dis que ce sont des filles comme moi, et que de toute façon à la ligne d'arrivée, à la ligne de départ, tout se met à zéro, et que j'ai autant de chance qu'elle, et que voilà, je vais tirer de l'expérience. Et c'est vrai que les gens ils voient pas forcément ça, puisque ils voient juste la première, la deuxième, la troisième, ils voient le podium, et du coup si toi t'arrives dernière là-bas, ils disent mais qu'est-ce que t'as pu en tirer. Mais non, t'en tires énormément, parce que tout simplement ça te donne la niaque pour la prochaine, et puis tout simplement tu peux courir avec les meilleurs et tu peux t'inspirer d'elles. C'est difficile d'arriver à se relever parfois quand on n'a pas performé pour X raisons sur une compétition où on était attendu. Bah oui, vraiment, c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé cette année, justement, enfin cette dernière saison, au championnat d'Europe Espoir. C'était mes derniers championnats d'Europe Espoir. Là, je viens de passer senior. Et bah, je partais pour le titre, tout simplement, parce que les années précédentes, je faisais vice-championne d'Europe, vice-championne d'Europe. Ensuite, j'ai fait médaille de bronze. Mais cette année, pour moi, c'était mon tour, quoi. Et je me blesse en demi-finale. Alors que bah, ma série, je la remporte facilement. Enfin, j'avais les jambes, quoi. Et c'était vraiment la fin du monde pour moi. J'étais anéantie. Mais il a fallu se relever, parce qu'il y avait les championnats du monde juste après. Du coup, je vais me soigner. Je suis revenue en Guyane. Je me suis rééduquée, tout ça, et je suis repartie. Mais c'est vrai que c'était très, très dur mentalement parlant, hein. Franchement, j'étais dans un sale état. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui arrivent, en fait, parce que tu es obligé de passer par là. Tu impliques ton corps, il subit beaucoup de choses. Et parfois ça pète, et c'est comme ça, il faut savoir se relever. Ouais, en fait, ça fait partie de la trajectoire Exactement. normale d'un sportif de haut niveau de se blesser de temps en temps. Franchement, je pense que il y a aucun athlète qui s'est jamais blessé, c'est même pas possible en soi. Donc voilà, là ça m'est arrivé, c'est comme ça, c'était un coup dur. Là aujourd'hui, vous avez 23 ans. J'ai 22 ans. 22 ans. Cette année. C'est quoi je vous pose la question pour savoir, c'est quoi le pic, on va dire l'âge moyen, quand on regarde un petit peu les trajectoires des autres athlètes qui courent à peu près les mêmes distances que les vôtres. Voilà, l'âge moyen où une sprinteuse atteint le meilleur moment de sa carrière. Bah, moi, je dirais 26 ans. Enfin, j'ai lu en tout cas que c'était vers dans ces alentours-là, 25-26 ans. Donc bon, j'ai quand même quelques années devant moi, mais on voit aussi beaucoup d'athlètes performer très jeunes, hein, à 22-23 ans. En ce moment, il y a, comment ça s'appelle, Sha'Carri Richardson, c'est qui a fait championne du monde sur 100 mètres récemment, là. Elle avait 23 ans, donc c'est possible à n'importe quel âge, mais c'est vrai que le pic, je dirais, c'est vraiment 26, parce que tu as le temps d'avoir l'expérience. C'est fou, parce que les années, ça t'aide énormément. Ouais. Même si moi, je fais de l'athlète depuis mes 10 ans, bah, j'ai toujours énormément à apprendre. Et du coup, c'est vrai qu'à 26 ans, tu as beaucoup plus d'expérience, et puis tu peux mieux appliquer tout ce que tu sais faire. Et on n'a pas encore la fatigue de ceux qui ont plus de 30 ans. C'est ça, Voilà. exactement. Je parle en connaisseur de cause. C'est quoi la différence finalement entre la Jemima d'il y a 4 ans, quand vous étiez à Tokyo? À l'époque, vous étiez un petit peu la jeune pépite que tout le monde découvrait, l'espoir de l'athlétisme français. Et ce que vous êtes aujourd'hui, déjà dans les attentes, c'est plus du tout la même chose. On vous regarde plus de la même manière. Bah, exactement. Moi, je dirais que la principale chose qui a changé, c'est que je m'autorise à y croire, en fait. Parce que c'est vrai qu'à Tokyo, je pensais pas du tout y aller. Franchement, mes coachs, ils me disaient si, on vise Tokyo, on va y aller, j'ai mis ma taquette et tout. Je disais oui, bah d'accord, moi je veux bien. Mais en fait, j'y croyais pas vraiment. Genre, je me disais, bah, ce serait bien d'y aller, mais à aucun moment je me disais oui, je vais y aller. Ouais. Alors que cette année, bah, c'est même pas imaginable que je n'y aille pas. C'est un objectif vraiment fixé pour moi. Et voilà, je m'autorise vraiment à y croire, et j'y crois à fond. Et après, sur le plan purement physique et sportif, quand vous comparez vos performances aujourd'hui de celles d'il y a quelques années, on est vraiment sur deux choses totalement différentes. Oui, c'est complètement différent, dans le sens où c'est plus régulier. Donc je dirais que je fais souvent les mêmes perfs, alors qu'avant, ça allait être une grosse perf comme ça par-ci, et puis ensuite quelque chose de
pas ouf par la suite. Donc là, j'y commence quand même à avoir de la consistance, donc c'est vraiment cool. Et ouais, ça doit être ça la chose physique la plus importante. C'est ça le plus dur finalement, de faire en sorte qu'on arrive à faire régulièrement des bons chronos et des bonnes courses. Exactement, bah, ça veut dire vraiment que tu gères ta course, que tu sais ce que tu fais tout simplement et que voilà, tu as la technique. Donc pour l'instant, tant que tu fais des gros pics de forme par-ci par-là, enfin bizarre, c'est que voilà, il y a quelque chose qui manque. Mais moi, cette année, la saison précédente, c'est vrai que j'ai pas réalisé les chronos que je voulais vraiment faire, mais c'est vrai que c'était très 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 régulier. Donc il y a au moins de ça qui avait été fait. Oui, et puis l'an dernier, vous vous remettiez aussi d'une blessure qu'il y avait eu en 2022. Voilà, ouais, exactement. Ça a été un long chemin pour réussir à revenir un petit peu à votre plus haut niveau. C'est ça, parce que bon, vous savez, il y a des saisons hivernales, des saisons estivales, et en salle il fait vraiment plus froid, et je dirais que bon, c'est un petit peu une des causes qui a fait que je me sois blessée. Du coup, je me suis fait une rupture partielle du tendon conjoint droit à l'ischio, et c'était un petit peu chaud. Du coup, voilà, il a fallu faire de la rééducation, tout soigner, bon. Et du coup, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai pu revenir à la saison estivale. Et puis, ça a pris quand même un peu de temps à ce que les perfs reviennent. J'en ai un petit peu parlé en introduction. La phase de qualification, du coup, pour l'athlétisme, elle s'est ouverte il y a quelques mois. Ça va durer jusqu'à la toute fin, je crois, du mois de juin. Concrètement, ça se passe de quelle manière? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être sélectionné et participer aux Jeux Olympiques? Alors, pour se qualifier, il faut réaliser les minima. Donc, c'est un chrono à réaliser. Donc, sur 100 mètres, c'est 11 secondes et 6 centièmes. Oui. Et sur 200 mètres, c'est 22 secondes et 56 centièmes. Donc, moi, mon record, il est à 22 secondes et 77 centièmes. Donc, il faut que je le batte quand même pour y aller. Mais je l'avais déjà fait pour Tokyo, donc j'espère le refaire. Et oui, il faut faire ce chrono dans une compétition homologuée par la World Athletics. Oui, c'est la Fédération sportive internationale qui fixe finalement les compétitions et les modalités de participation. Et du coup, voilà, il y a un gros meeting qui va être organisé en Guyane le 13 avril, les Jeux de la Guyane. Et donc, ça va être certainement ma première tentative pour réaliser ces minima, car il y aura plusieurs athlètes internationaux qui vont être invités. Et du coup, voilà, il y aura de la concu, ça va être intéressant et j'espère pouvoir lâcher une grosse perf ce genre-là. Et vous serez sur les deux tableaux, 100 mètres et 200 mètres. C'est ça, oui. Je vise les deux et j'espère me qualifier aux deux. Sachant que c'est le 200 mètres surtout, sur lequel vous êtes la plus forte. Exactement, le 200 c'est ma spécialité, mais de toute façon pour aller vite sur 200, il faut aller vite sur 100, c'est évident. Et donc voilà, j'essaye un petit peu de jouer sur les deux tableaux. D'ailleurs, il y a vraiment de grosses différences entre les deux épreuves, 100 mètres, 200 mètres. Pour moi qui ai fait un petit peu d'athlétisme il y a une dizaine d'années, je vois à peu près, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les différences entre les deux? Oui, il y a 100 mètres de plus déjà. Et oui, ça, je pense que tout le monde maîtrise ça. Et du coup, on part en virage. Donc il y a une première partie de la course qui va être réalisée dans la curve du stade. Et ensuite, le deuxième 100 mètres se fait en ligne droite. Donc voilà, il faut maîtriser ce virage. Tout simplement, c'est pas tout le monde qui arrive à courir en virage. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité par rapport juste à comment leur corps est fait. Donc moi, j'ai beaucoup de facilité dans le virage. Donc c'est pour ça que je fais de bonnes perfs et que je me suis un petit peu spécialisée sur le 200. Ouais, ça paraît être un détail, mais au final, on le voit bien quand même dans ce genre d'épreuve-là que tous les détails comptent jusqu'au plus petit, la plus petite chose qu'on n'aurait pas forcément en tête. Oui, ma coach, elle aime bien dire que c'est comme, vous savez, les voitures de Formule 1, le moindre boulon est important. Et c'est vrai que pour pouvoir aller vite, le moindre détail compte parce que c'est aussi le moindre centième qui compte. Un centième, c'est énorme en athlée. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que ce sport, c'est un petit peu un sport de perfection et d'ajustement. D'ailleurs, comment ça se passe à ce niveau-là? Vous avez de la vidéo pour voir aussi vos courses et vous dire, ok, cet aspect-là, il faut que je le change, celui-là, au contraire, ça va plutôt bien. Comment est-ce que ça se passe pour faire en sorte d'arriver à performer le plus possible? Oui, du coup, mon coach, il filme en même temps, il fait un petit peu tout en même temps, il chronomètre, il filme, il regarde. Et du coup, ensuite, j'ai un petit peu ce retour vidéo où je peux vraiment analyser les choses que je fais mal, les choses qu'il faut arranger, les choses qui se répètent, donc les mauvaises habitudes que je peux avoir et du coup je peux tout de suite essayer de rectifier ça. Donc voilà. Ouais. Là en ce moment, quand vous comparez à vos adversaires françaises, c'est qui les grosses autres têtes d'affiche finalement qu'il va falloir battre pour arriver à participer au jeu? Oui, ce sont des filles que je connais déjà finalement. C'est un petit peu toutes les filles qu'on va retrouver au relais 4x100 mètres. Donc je dirais Orlane Orlière, Mallory Lecomte, Hélène Parisot, Marie-Ange Rimlinger.
Donc voilà, ce sont des filles que je retrouve tous les ans, tout le temps, depuis que je suis jeune. Et voilà, c'est quoi comme genre de relation d'ailleurs que vous nouez peu à peu? Il y a un mélange d'adversité et d'amitié, oui, c'est un peu les deux? C'est exactement ça, parce que là, souvent, justement, on se rejoint souvent pour faire des regroupements par rapport au relais, 4 fois 100 mètres. Et du coup, on commence vraiment à bien s'entendre. On fait une petite bande même, on fait des petits groupes sur tous les réseaux sociaux et on rigole bien. Et vraiment, c'est une drôle d'amitié qui vient de se lier, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu avant que cette rivalité avec l'aspect individuel qu'il y avait dans le sport, mais maintenant qu'on a le relais, on est vraiment une bande de potes, quoi, et c'est vraiment sympa à expériencer. Et donc vous irez tout ensemble aux États-Unis pour vous entraîner en vue de la compétition qui se passera aux Bahamas, hein, c'est bien ça? Exactement ça. Oui. Un mot quand même sur votre choix, Jemima Joseph, d'être resté en Guyane. Il y a beaucoup de sportifs guyanais qui décident quand même de partir de Guyane pour rejoindre un club dans l'Hexagone. Pourquoi est-ce que vous avez préféré rester ici, vous entraîner ici plutôt que de partir? Oui, c'est vrai que lorsque j'ai eu mon bac, il y a eu cette question de est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais pour faire mes études en métropole, mais bon, ça a été une question, hein, vraiment. Je me suis demandé où est-ce que je vais aller. J'ai hésité à partir. J'avais pris une option en Guadeloupe et aussi en métropole, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui m'attendait là-bas en soi, parce que avec mes coachs, ça se passait bien. Et du coup, je faisais des médailles, j'avais des perfs, et je savais que en métropole, je supporterais pas le froid, honnêtement. Oui, et puis l'éloignement aussi, on sait bien que l'entourage d'un sportif, c'est hyper important. C'est super important, et du coup, j'ai pesé le pour et le contre, et il y avait beaucoup plus de contre, hein, franchement. Du coup, je suis restée, et franchement, ça a été une bonne décision, parce qu'ensuite, l'année d'après, j'ai été au jeu, donc c'est que quand même, la recette marche plutôt bien. C'est ça, c'est sûr qu'après, là-bas, il y a vraiment plus d'infrastructures et puis plus d'accompagnement, certainement. Mais on a réussi à se débrouiller avec ce qu'on avait, et je pense que la Guyane est en voie de développement et que ça va aller de mieux en mieux. Bon, le sujet qui fâche, l'argent, je dis qui fâche parce qu'il y a quand même de nombreux athlètes là en ce moment qui sont obligés de demander de l'argent pour préparer au mieux leur saison olympique. C'est votre cas, on en a déjà parlé à cette antenne, mais vous avez lancé une cagnotte en ligne, et on entend quand même, je trouve, de plus en plus de sportifs, dans plein de sports d'ailleurs, pas que dans l'athlétisme, qui disent... Je résume, mais finalement, la France n'est pas au rendez-vous alors que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris cette année. On nous demande, je les cite, de ramener des médailles sans nous donner vraiment les moyens d'y arriver. De votre côté, ça se passe comment? Et surtout, c'est quoi le regard finalement que vous avez sur l'accompagnement financier, on va dire, des athlètes français? Oui, c'est vrai, c'est un petit peu triste qu'on soit obligé d'en arriver là, mais je pense que si on veut mettre toutes les chances de notre côté, il faut oser. Et du coup, voilà, j'ai lancé cette cagnotte dans le sens où j'ai vraiment des objectifs clairs pour cette année et qui vont coûter des sommes assez importantes. Et c'est vrai que les aides desquelles je bénéficie aujourd'hui, j'en ai, mais c'est clairement pas suffisant par rapport aux objectifs que je me fixe. Et donc voilà, j'ai ouvert cette cagnotte pour appeler à la solidarité afin de réaliser de toute façon, tout simplement mes rêves. Mais c'est un petit peu triste, et c'est vrai que ça aurait été bien que la France en général porte beaucoup plus d'attention au sport, étant donné que c'est nous qui organisons les Jeux, quoi. Mais j'ai l'impression que tout a été fait vraiment à la dernière minute, qu'ils se sont rendus compte carrément qu'il y allait avoir les Jeux cette année, qu'ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Mais c'est super triste parce que tout a été fait trop tard, et là on n'est pas prêt. On va peut-être pas tomber dans le misérabilisme, mais je me souviens avoir vu quand même des reportages et documentaires qui suivaient des sportifs de haut niveau qui participaient aux Jeux Olympiques, encore une fois dans l'athlé, mais dans plein d'autres sports, et on voyait quand même un matériel dans un état qui était particulièrement inquiétant, des chaussures usées, voire trouées. Est-ce que ce manque d'argent-là, vous rendez compte qu'au quotidien, en fait, ça peut aussi d'une manière ou d'une autre handicaper votre préparation? Bien sûr, c'est sûr. Moi, après, j'ai la chance d'avoir un équipementier, donc j'ai pas à me soucier de ce côté-là, grâce à Dieu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va te ralentir, dans le sens où tu as toujours ça dans un coin de la tête qui va t'empêcher de... Est-ce que je pourrais y aller? Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais organiser ce stage? Est-ce que je pourrais me payer cet équipement? Donc, c'est vraiment un frein, et c'est quelque chose qui te fait avoir du souci, tout simplement. Et j'aurais bien aimé ne pas avoir à me soucier de tout ça et avoir... les aides tout simplement nécessaires
à la pratique de mon sport. On va rappeler quand même le site de la cagnotte que vous avez lancé. S'il y a des personnes qui vous écoutent et qui ont envie de vous donner un coup de main, même de quelques euros, ça se passe comment? Ça se passe où? Ce serait sur ma page Facebook, il y a le lien, j'ai partagé également sur ma page d'Instagram, il y a, vous savez, les petites bulles là. Ouais. Du coup, je l'ai mise là et voilà, quiconque a envie de faire un petit coup de main, un petit coup de solidarité, ça me ferait vraiment plaisir et tout est accepté. Oui. Dernière question, Jemima Joseph, il y a 4 ans à Tokyo, vous étiez allé jusqu'en demi-finale. Là, cette année, l'objectif, si vous parvenez évidemment à vous qualifier pour les Jeux, c'est quoi l'objectif? Une place en finale, un podium? Est-ce que vous y pensez déjà ou bien c'est encore trop tôt? Bien sûr, là, je me suis dit qu'il faut passer à l'étape supérieure, bien sûr. Du coup, là, j'étais en demi-finale à Tokyo, j'espère passer en finale cette année. Et bien sûr, en finale, une fois en finale, tout est possible. Hein. Moi, ma coach m'a toujours dit... à la ligne de départ, tout est remis à zéro. Et donc, voilà, moi, j'espère vraiment passer en finale. Ce serait un accomplissement de ouf. Et voilà, aller le plus loin possible ensuite. Et on vous suivra évidemment durant ces prochains mois de préparation, mais aussi pour les Jeux de Paris. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Jemima Joseph, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Très bonne préparation, bon entraînement. Là, c'est dans combien de temps ce matin? Là, c'est juste après. J'y vais direct. Bon. Donc, voilà. Journée chargée. Merci encore.